New York, octobre 1929. Dans les rues, les journaux s'arrachent, les téléphones sonnent sans relâche. À Wall Street, des hommes fixent les écrans. Ils ne parlent plus. Depuis des années, on leur a répété une chose, une seule. Les actions ne peuvent que monter. Ce matin-là, pourtant, quelque chose ne va pas. Les chiffres tombent, encore et encore. La musique s'arrête. Et personne ne sait encore que ce silence va faire basculer le monde. Après la Première Guerre mondiale, l'Amérique sort victorieuse. L'Europe est affaiblie. Les États-Unis deviennent la première puissance économique mondiale. Tout semble possible. Les usines tournent à plein régime, les voitures envahissent les routes, la radio entre dans les foyers. L'électricité transforme le quotidien. L'Amérique consomme. Et elle consomme à crédit. On achète maintenant, on paiera plus tard. Et surtout, on investit. La bourse n'est plus réservée aux banquiers, elle devient un spectacle populaire, un rêve accessible. Les employés y placent leurs économies, les enseignants, les commerçants, même les chauffeurs de taxi. On n'achète pas des actions pour comprendre les entreprises, on achète parce que ça monte. Et quand ça monte, on emprunte pour acheter encore plus, avec peu d'argent et beaucoup d'illusions. Les journaux sont optimistes, les experts rassurent, les économistes les plus respectés affirment que les crises appartiennent au passé. L'Amérique croit avoir trouvé la recette de la richesse éternelle, une croissance sans limite, sans risque, sans fin. Mais sous la surface, la réalité est différente. La production industrielle augmente plus vite que la consommation réelle, les stocks s'accumulent, les profits ralentissent. Et surtout, les prix des actions n'ont plus aucun lien avec la réalité économique. La bourse ne reflète plus les entreprises, elle reflète l'espoir, la spéculation, la peur de rater l'occasion. Quand tout le monde croit devenir riche sans effort, l'histoire montre que la chute n'est jamais loin. À la fin des années 20, Wall Street ressemble à un immense casino. Chaque jour, des millions d'actions changent de main. Les cours montent, encore, toujours. Certains gagnent en quelques heures ce qu'ils gagnaient autrefois en une année entière. Les banques prêtent sans compter. Les courtiers encouragent leurs clients à acheter toujours plus. Pourquoi se priver? Demain sera encore meilleur. Mais tout repose sur une chose fragile, la confiance. Tant que chacun croit que les prix monteront demain, ils montent aujourd'hui. Le jour où le doute apparaît, tout peut basculer. En 1929, les premiers signes apparaissent. Le marché devient nerveux, les variations sont plus violentes, les rumeurs se multiplient. Certains investisseurs expérimentés commencent à vendre discrètement. Ils sentent que quelque chose se fissure. Mais le grand public refuse d'y croire. Vendre, c'est renoncer au rêve. Puis arrive le mois d'octobre. Les cours commencent à baisser. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Les investisseurs qui ont acheté à crédit reçoivent des appels. Ils doivent apporter de l'argent immédiatement. Beaucoup ne peuvent pas, alors ils vendent. Et quand tout le monde vend en même temps, les prix s'effondrent. Jeudi 24 octobre 1929. Dès l'ouverture de la bourse, la panique est visible. Des milliers d'ordres de vente arrivent en quelques minutes. Les cours chutent brutalement. Les écrans n'arrivent plus à suivre. Dans les rues de New York, la foule se rassemble devant le bâtiment de Wall Street. Les rumeurs circulent, les visages se ferment. De grands banquiers interviennent. Ils injectent des millions de dollars pour rassurer le marché. Ils achètent des actions à des prix élevés. Pendant quelques heures, la chute ralentit. Certains pensent que le pire est évité. Ils se trompent. Le lundi suivant, la tempête reprend. Puis vient le mardi 29 octobre. Ce jour-là entre dans l'histoire. Des millions d'actions sont vendues dans la panique. Les prix s'effondrent. Des fortunes disparaissent en quelques minutes. Des hommes deviennent pauvres avant la fin de la matinée. Le krach boursier de 1929 est là. Mais la bourse n'est que le début. Après le krach, la confiance disparaît. Les banques, fragilisées, commencent à fermer. Les épargnants paniquent. Ils retirent leur argent. Les crédits se raréfient. Les entreprises manquent de liquidités. Les usines ferment. Les licenciements se multiplient. Le chômage explose. Des millions d'Américains se retrouvent sans travail, sans économie,
sans perspective. Les files d'attente s'allongent devant les soupes populaires. Des familles entières vivent dans des bidonvilles improvisés. La crise traverse l'Atlantique. Elle frappe l'Europe, puis le reste du monde. Le commerce international s'effondre. Chaque pays se replie sur lui-même. Les tensions politiques montent. La misère nourrit la colère. La colère nourrit les extrêmes. La crise de 1929 n'est pas seulement économique, elle est sociale, morale, politique. Elle transforme durablement le monde. Aux États-Unis, l'État finit par intervenir. La finance est encadrée, les banques sont surveillées, de nouvelles règles apparaissent. On comprend, trop tard, que laisser les marchés sans contrôle peut mener au désastre. Le krach de 1929 n'est pas qu'une histoire de chiffres, c'est l'histoire d'un aveuglement collectif, d'une confiance excessive dans la croissance éternelle, d'un système que l'on croyait infaillible. Chaque génération pense que cette fois, c'est différent, que les règles ont changé, que la chute est impossible. Et pourtant, à chaque grande crise, les mêmes mécanismes réapparaissent. L'euphorie, la spéculation, le déni, puis la panique. 1929 nous rappelle une chose essentielle. Les marchés sont faits d'êtres humains, et les êtres humains répètent souvent les mêmes erreurs. La vraie question n'est pas de savoir si une crise reviendra, mais quand. Et surtout, si nous saurons reconnaître les signes avant que la musique ne s'arrête à nouveau. La crise traverse l'Atlantique, elle frappe l'Europe, puis le reste du monde. Le commerce international s'effondre, chaque pays se replie sur lui-même.